Peu de stratagèmes de fraude militaire sont aussi audacieux ou désespérés que celui découvert par les enquêteurs russes. À l'été 2024, des parachutistes d'élite russes, dont des héros de guerre célèbres de Moscou, se tiraient régulièrement dessus pour obtenir des indemnités de blessures de guerre. C'est exact, ils se tiraient littéralement une balle dans le pied et vraisemblablement à d'autres endroits de leur corps. Cette fraude stupéfiante impliquait au moins 35 officiers de la prestigieuse 83e brigade d'assaut aérien de la garde russe, ayant touché près de 25 millions de dollars en indemnités frauduleuses. Ceci a été permis par la politique laxiste de compensation des blessures en Russie, où chaque soldat blessé touchait 3 millions de roubles, environ 37 000 dollars. Peu importe la gravité de la blessure. Cependant, dans leur cas, aucune des blessures ne provenait de balles ukrainiennes. Explorons ce système de tir pour gagner des primes. Le cerveau derrière cette fraude audacieuse semble être le lieutenant-colonel Konstantin Frolov, surnommé le bourreau, pour sa prétendue habileté de tireur d'élite. Blessé, Frolov a avoué que ses camarades lui avaient tiré dessus à sa demande, en évitant les organes vitaux, ou pour toucher l'indemnisation à plusieurs reprises. Son complice, le colonel Artem Gorodilov, déjà impliqué dans des crimes de guerre à Bouka, était un candidat idéal pour cette flexibilité morale. Cependant, ce détournement d'argent du gouvernement russe reste insignifiant face à ses implications profondes, incluant le déséquilibre entre l'élite, le gouvernement russe, et les citoyens ordinaires engagés dans sa soi-disant opération militaire spéciale. D'abord, allons un peu plus en profondeur sur le stratagème en question. Tout bien considéré, cela a fonctionné, avec une précision et une prévoyance que l'on ne peut qualifier que de militaire, ce qui est approprié compte tenu de ceux qui l'ont exécuté. Selon le média United 24 qui a couvert l'histoire, tous les auteurs profitaient des accalmies momentanées dans les combats réels pour simuler leurs blessures. Un soldat sur le point d'être blessé demandait à ses camarades de lui tirer dans les jambes ou même dans le corps, en indiquant soigneusement des zones non vitales pour éviter une perte de sang excessive. D'après le modèle de compensation alors en Russie, cela leur aurait assuré un important paquet d'indemnités. Ensuite, après avoir été soignés pour leurs blessures, ils étaient redéployés et pouvaient recommencer la fraude. La méthode de Frolov était particulièrement audacieuse. Selon 24, les documents judiciaires sur la détention de Frolov indiquent qu'il a officiellement eu 4 blessures au combat et porte des insignes signalant 5 blessures légères et 2 graves. Compte tenu de son dossier de combat, cela suggérait qu'il avait plus de décorations de blessures que de blessures réelles, ce qui servait à se forger une réputation de guerrier inarrêtable qui continuait à se battre malgré de multiples blessures. Les médias d'État russes ont exploité cette histoire pour renforcer leur propagande auprès de la population. La télévision d'État russe l'a présenté comme un officier courageux ayant combattu blessé et adopté un enfant sauvé d'un bombardement. Le ministère de la Défense et d'autres médias ont diffusé la même fausse histoire. On pense que l'image héroïque de Frolov, ses blessures et actions humanitaires, ont été inventées pour obtenir plus de compensation et distinction. Le stratagème dépassait la simple cupidité individuelle. Les blessures auto-infligées permettaient également aux soldats de prendre un congé payé et de recevoir des soins médicaux prioritaires en fonction des blessures. Les blessures étaient souvent exagérées. Les officiers de la 83e brigade d'assaut aérien de la garde pouvaient proposer leurs soldats à des distinctions prestigieuses, comme l'ordre du courage, l'une des principales décorations russes. Un lanceur d'alerte a révélé le complot aux autorités à l'été 2024. Frolov a été arrêté en juin 2024, puis Gorodilov un mois après. Il pourrait falloir des mois pour clarifier toute la fraude. Mais Frolov n'aurait pas tardé à dénoncer d'autres complices pour obtenir un accord avec le gouvernement. Pour comprendre pourquoi les soldats d'élite russes se tirent dessus pour de l'argent, il faut analyser les incitations économiques créées par la guerre de Vladimir Poutine. Le système de compensation instauré par Poutine lors de l'opération militaire spéciale visait à rendre le service militaire attractif financièrement, surtout hors des grands centres urbains et industriels. Conformément aux règles en vigueur, le gouvernement versera 3 millions de roubles, environ 37 000 dollars en août 2025, aux soldats blessés au front. C'était une somme indécente, surtout en y pensant. Le salaire mensuel moyen, en Russie, variait entre 58 000 et 72 000 roubles, soit environ 700 à 900 dollars selon les sources. Selon le décret en vigueur, le paiement de 3 millions de roubles était censé être réservé uniquement aux blessures invalidantes qui empêcheraient en toute poursuite du service. Le Kiev Post a précisé que cela s'applique désormais à toute blessure, même soignable, permettant un retour au service. Et ensuite, il faut prendre en compte les calculs du point de vue d'un soldat ordinaire. En juillet 2022, le salaire de départ des soldats volontaires sous contrat était d'environ 150 000 roubles, 1 865 dollars,
En 2024, cela a été modifié pour inclure un paiement unique à la signature, pouvant aller jusqu'à 19 millions de roubles, dans la région de Moscou, en Russie. En plus d'un salaire annuel de 52 millions de roubles, 64 600 $, soit plus de 430 000 roubles, 5 300 $ par mois. Cela concernait surtout les régions riches, où la rémunération suivait les salaires régionaux plus élevés. Un rapport indiquait que le salaire mensuel des soldats sous contrat restait autour de 160 000 roubles en Russie, soit bien moins, mais au moins 2 fois le salaire moyen. Mais ce salaire généreux s'accompagne d'un avertissement. Ils pourraient ne pas survivre pour en profiter. Entre février 2022 et février 2025, la Russie a perdu entre 850 000 et 1 million de soldats, morts ou grièvement blessés. Ainsi, on peut préférer maximiser ses gains immédiats, plutôt que d'attendre un meilleur salaire futur. Les calculs étaient déjà compliqués par le gouvernement russe et la bureaucratie, influant sur la distribution des compensations depuis 2022. Les soldats signalaient déjà des difficultés à obtenir la compensation présidentielle pour leurs blessures. Certains disaient que l'armée retardait les paiements, ou minimisait la gravité des blessures, pour éviter d'atteindre le seuil requis. Il existe aussi une disparité due à la structure militaire russe, qui fonctionne selon un système brutal à 2 niveaux. De plus en plus de soldats en Ukraine sont sous contrat pour 3 ans, avec logement, nourriture et assurance médicale. Ces soldats sous contrat sont essentiellement des mercenaires professionnels qui se sont engagés volontairement pour l'argent. En dessous d'eux, il y a les conscrits, qui effectuent leur service militaire obligatoire, et qui, officiellement, ne sont pas censés être envoyés en Ukraine. Mais ils s'y retrouvent, souvent, malgré tout. Tous les hommes âgés de 18 à 30 ans doivent servir 1 an dans les forces russes. Mais les conscrits ne bénéficient pas des salaires plus élevés. Ils reçoivent en général 15 000 roubles, 186 $, par mois d'argent de poche, avec logement, nourriture et autres besoins pris en charge par l'État. Les hommes en âge de conscription doivent aussi envisager le risque d'être mobilisés pour la guerre et envoyés au front. Ils ne sont pas aussi bien payés que des volontaires, qu'ils auraient pu être 1 mois plus tôt. Cela crée une situation où aucun choix n'est vraiment bon. Une personne non militaire pourrait être forcée de combattre sans compensation, comme fantassin sacrifiable lors des attaques en vagues humaines russes. Les soldats sous contrat ont un vrai intérêt financier, mais risquent davantage, pouvant être envoyés plus loin ou déployés lors de nouvelles tactiques. Cela pourrait finir par leur coûter la vie ou les faire capturer. Ainsi, lorsqu'ils sont confrontés au choix entre risquer la mort au combat ou toucher une indemnité pour blessure en se mutilant eux-mêmes, certains pourraient simplement choisir la seconde option. Les volontaires rejoignant l'armée pourraient ne pas le rester. Le ministère russe de la Défense peut apparemment renouveler un contrat et renvoyer des soldats blessés ou capturés au front. On exerce une pression sur le soldat pour qu'il renouvelle son contrat, ou on l'affecte à une zone très dangereuse du front, ou servir lors d'une vague d'assaut. Pour l'armée russe, ces calculs n'ont pas été efficaces. La généralisation des compensations a permis aux soldats les mieux équipés, formés et connectés de profiter de leur position en simulant des blessures. Parallèlement, des conscrits mal formés et de nouvelles recrues sont envoyés mourir par milliers. Le gouvernement russe doit alors verser des millions de roubles pour leurs familles, ou trouver comment éviter ce paiement. Cela a conduit Poutine à revenir partiellement sur le paquet de compensation. En novembre 2024, un décret a limité la compensation de plusieurs millions aux seules blessures invalidantes et incapacitantes. Les soldats légèrement blessés toucheraient entre 10 000 et 1 million de roubles, 1 250 à 12 400 $, selon la gravité. Les nouvelles mesures ont été vues comme des économies et une réduction d'un budget militaire déjà élevé, représentant 40% des dépenses publiques en 2025. Suite à la réaction du public, l'indemnité d'invalidité est passée de 3 à 4 millions de roubles, soit de 37 400 à 49 750 $. Cependant, avec la modification de la manière dont l'indemnisation était distribuée, cela était toujours considéré comme une économie nette pour le gouvernement russe. Vu les dépenses du gouvernement, ce changement est logique. Entre juillet 2023 et juin 2024, le gouvernement russe a versé environ 3 000 milliards de roubles, 37 milliards de dollars, en salaires et indemnités aux soldats et à leurs familles. Cela équivaut à 8% des dépenses fédérales dédiées au personnel militaire et à leurs familles, constituant un lourd fardeau pour l'État. Mais les décès et les blessures graves qui empêchent un soldat de retourner au service actif sont relativement rares. Lors de la Première Guerre mondiale, 4 soldats remplaçaient en chaque perte, contre 3 pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Institut DUPAI estime qu'environ 70% des pertes au combat dans les guerres récentes ont été renvoyées au service. Là où un soldat blessé pouvait être soigné rapidement et renvoyé au front. Sous la nouvelle structure, le gouvernement russe versera près de 10 000 roubles,
pour une blessure qui pourrait prendre de quelques semaines à un mois à guérir, avant de renvoyer le soldat au front, plutôt que de lui verser à chaque fois 3 millions de roubles. Cela expose aussi les soldats à davantage de bureaucratie. Les nouveaux forfaits d'indemnisation de 2024 utilisent des classifications de blessures datant apparemment des années 1990, sans tenir compte de l'échelle et du type de guerre radicalement différents dans lesquels la Russie est actuellement engagée. À cette époque, la Russie subissait une grave récession après l'effondrement de l'Union soviétique. Ainsi, elle a classé les fractures et autres blessures comme mineures afin d'éviter de verser des indemnités à ses forces de l'ordre et à son armée, pour économiser de l'argent à utiliser ailleurs. Cela place également la prérogative sur les professionnels de santé au sein de l'armée pour bien classifier et défendre les soldats. Cependant, ils sont aussi plus exposés à la pression gouvernementale pour minimiser les blessures et limiter les soins. Cela ouvre également la voie à davantage de corruption, qui était déjà répandue dans l'armée russe et le gouvernement dans son ensemble. Le calendrier de ces changements est aussi particulier. Octobre 2024 a été le mois le plus meurtrier de l'invasion, avec plus de 1500 pertes par jour, contre 1100 à l'été 2024. Les changements ont eu lieu peu après l'exposition du réseau de fraude de Frolov, montrant que la Russie voulait éviter d'autres imitateurs dans d'autres unités. Les incitations financières ont été essentielles pour le recrutement et la rétention de l'armée russe ces 3 dernières années. La baisse de ces avantages montre que le système n'est plus économiquement viable pour le Kremlin. Ainsi, la réduction des compensations n'avait pas seulement pour but de prévenir la fraude, mais aussi d'empêcher l'armée de mener le pays à la faillite dans son ensemble. Les changements de compensation ont créé un cercle vicieux, révélant la situation militaire désespérée de la Russie. Le gouvernement réduit les indemnités pour blessures pour économiser, mais augmente les primes d'engagement pour maintenir le recrutement. Chaque mois, 30 000 soldats sous contrat intègrent l'armée russe. On estime que ce nombre compense juste les départs du champ de bataille, maintenant ainsi les effectifs sans permettre d'opérations offensives majeures. Pour maintenir ces recrutements, la Russie a dû proposer des primes à la signature plus élevées. Des dizaines de régions ont augmenté les paiements pour ceux qui s'engagent ces derniers mois, avec une prime unique à la signature atteignant 3 millions de roubles dans certaines zones. De nombreuses régions ont offert une prime à la signature supérieure à l'indemnité des soldats blessés, rendant les calculs de la guerre plus équitables. Bien sûr, il y a une limite naturelle au nombre de personnes que l'on peut mobiliser dans une région donnée. Le fait que des hommes rejoignent le front signifie que vous avez moins de travailleurs pour les industries et la fabrication, ainsi qu'un potentiel de croissance démographique réduit pour les décennies à venir. Selon Conflict Intelligence DI Stories, environ 30% des soldats meurent entre 3 et 5 mois après leur mobilisation. Cela signifie que de nombreux soldats sont pratiquement précipités à travers l'entraînement, qui devrait idéalement durer environ 3 mois, puis envoyés mourir en première ligne, pour être remplacés presque immédiatement par une nouvelle vague. Compte tenu du traitement brutal, des pertes massives et de la fraude systémique qui gangrène l'armée russe, une autre question importante se pose. Pourquoi le reste des soldats ne s'est-il pas révolté en masse ? L'analyse de la politique étrangère révèle plusieurs facteurs freinant la révolte, même si les conditions auraient historiquement provoqué une mutinerie. Le principal facteur est la culture de violence systématique dans l'armée russe. L'invasion actuelle de l'Ukraine, largement couverte en ligne, expose une culture de violence enracinée dans l'armée russe, alimentant un cycle brutal de coercition et de complicité. Les soldats ne se révoltent pas car la brutalité est devenue si normale que les abus sont attendus, non combattus. Ensuite, malgré leurs défauts, les incitations financières restent une somme qui change la vie de nombreux Russes. Les paiements massifs aux soldats et la hausse rapide des salaires ces 2 dernières années ont créé un paradoxe. Alors que l'inégalité économique s'est accentuée, de nombreux Russes estiment que leur niveau de vie s'est amélioré. Même les soldats face à la mort ont des proches qui profitent financièrement de leurs services. D'après certains témoignages, la somme totale versée concerne un soldat volontaire qui touche un salaire quelques mois avant de mourir au combat. Sa famille toucherait environ 8 à 10 millions de roubles, soit 99 500 à 136 800 $. Une étude de 2018 estime que la valeur de la vie d'un citoyen russe moyen était de 7,9 à 10,5 millions de roubles, 98 300 à 130 600 $, selon des économistes russes. Ainsi, une personne d'une famille pauvre assure à la sienne, en quelques années, ce qu'elle aurait gagné en une vie. Avec une prime d'engagement élevée et un salaire supérieur à la moyenne, un soldat pourrait prendre de l'avance pour l'avenir. De plus, on leur donne la possibilité de bénéficier de frais de subsistance subventionnés avec des appartements moins chers et d'autres avantages. L'aspect économique crée un piège insidieux. Avant, ils n'avaient rien. Et maintenant, ils peuvent changer de voiture, rembourser leurs prêts ou s'offrir des hypothèques.
Les enquêtes montrent une perception croissante d'une meilleure répartition des richesses et d'une amélioration économique nationale. L'économie de guerre a engendré une classe prospère grâce à la poursuite du conflit. La décentralisation de la fraude, illustrée par la 83e brigade d'assaut aérien, montre que certaines unités contournent le système au lieu de l'affronter. Au lieu de résister collectivement, les soldats ont adopté des stratégies individuelles de survie, comme se blesser eux-mêmes, pour éviter les dangers du combat et en tirer des avantages. Enfin, il y a le simple fait que les soldats ayant le plus de capacité à organiser une résistance sont souvent ceux qui tirent le plus de bénéfices du système actuel. Comme Frolov, ils organisent et participent plus souvent à des fraudes qu'à des rébellions contre eux. L'absence de résistance notable concerne toute la société russe, pas seulement l'armée. Malgré les pertes et la corruption, les femmes russes, historiquement clés pour arrêter les guerres impopulaires, ont majoritairement soutenu l'effort de guerre de Poutine. En 1917, elles ont protesté contre les pénuries alimentaires sous la monarchie, déclenchant la grève à l'origine de la révolution russe. Plus récemment, le comité des mères de soldats de Russie a probablement joué un rôle déterminant en faisant pression sur le président de l'époque, Boris Eltsine, pour qu'il mette fin à sa guerre en Tchétchénie en 1996. Mais la guerre actuelle présente une dynamique différente. Les avantages financiers du service militaire ont créé ce qui s'apparente à une économie de guerre dont de nombreuses familles russes dépendent. Par ailleurs, des femmes ont poussé leurs maris ou fils à s'engager pour obtenir plus d'avantages futurs. Et tandis que l'État couvre ces hommes d'éloges après leur mort, de leur vivant, il semble les considérer comme jetables. Les responsables russes l'ont clairement fait comprendre en répétant le cliché selon lequel les femmes donneront naissance à d'autres enfants. Poutine a appelé les femmes à se consacrer à la maternité, tandis que le ministre de la Santé, Yevgeny Chestopolov, leur a proposé de concevoir des enfants pendant leur pause de travail. Nous ne pouvons en être sûrs, car la peur des représailles du gouvernement, qui a déjà réprimé la dissidence par de longues peines de prison, persiste. Le plus accablant reste le retour au plan. Frolov a voulu retourner au front au lieu d'être jugé, mais sa demande a été rejetée. Malgré de graves accusations, il a choisi le combat plutôt que les conséquences de la fraude. Un signe de la perception du peuple russe face au danger des balles ukrainiennes versus la justice russe. Mais les familles russes, elles-mêmes, sont confrontées à des choix qui n'auraient jamais dû leur être proposés. Car la guerre dure depuis bien trop longtemps, pour que tout forfait d'indemnisation initiale ait un sens économique et financier. C'est précisément pour cette raison qu'en 2024, on a tenté de rectifier cela en rendant les compensations plus dépendantes des inscriptions et du salaire, plutôt que des blessures et des décès. Au lieu d'analyser les pratiques d'indemnisation ou d'améliorer la surveillance, le gouvernement a juste changé la structure des paiements pour limiter la fraude. Cela suggère que la préoccupation principale n'est pas de prévenir les fraudes futures, mais de contrôler les coûts, peu importe combien de vies et de familles beaux sont réellement ruinées. L'histoire du lieutenant-colonel Konstantin Frolov et de ses complices incarne l'aboutissement logistique de l'économie de guerre de Poutine. Quand le service militaire vise surtout le profit et non la défense nationale. Quand la propagande remplace la formation et que la survie individuelle prime sur la mission de l'unité, les armées cessent d'agir comme des organisations militaires. Bien que cela constitue une trahison envers leurs camarades, leur chaîne de commandement et leur pays, nous ne pouvons nous empêcher de noter que c'est aussi un signe de la baisse du moral dans l'armée russe. La décision des soldats d'élite de se tirer une balle montre qu'ils ne veulent plus combattre, risquant ainsi de mourir inutilement. Le plus accablant dans ce scandale est sans doute sa facilité à durer aussi longtemps. Les enquêteurs disent que le scandale a révélé des abus systémiques des récompenses militaires russes et des failles dans la surveillance interne. Frolov a longtemps été célébré comme héros russe. Il est logique de penser qu'il y a probablement d'autres personnes comme lui qui ont abusé des compensations, mais qui se sont limitées à une seule utilisation pour éviter un examen plus approfondi. La décision de Poutine de changer les règles de compensation au lieu de régler les problèmes militaires montre que l'élite russe voit cela comme un souci comptable, non culturel. Quand des soldats préfèrent se tirer une balle plutôt que de faire confiance à leur entraînement, équipement et commandement pour survivre, le problème dépasse les questions de compensation. Au final, la chose la plus honnête que le lieutenant-colonel Frolov ait jamais faite a peut-être été de demander à ses camarades soldats de lui tirer dessus. C'est une parfaite métaphore de l'effet de la guerre de Poutine sur l'armée russe. Même son surnom, le bourreau, correspond à ce que Poutine fait lentement au pays. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Poutine a déclenché une guerre qu'il semble incapable de terminer, regardez cette vidéo. Et pour rester informé des dernières actualités sur la géopolitique mondiale, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.